Yo, oh, 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 Botena yo motozana boyebi yango na ye poyo kabelanga luba. Bonsoir et bienvenue à tous pour ces énièmes numéros de Pensée Congolaise. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec ces réels plaisirs que nous vous savons nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre à cette heure de la soirée, à cette heure où vous êtes détendus pour suivre ce qui est de la littérature, ce qui est de la culture congolaise. Ce soir, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux le révérend Silas Mimi Makangou, écrivain en sa qualité. C'est en cette qualité que nous le recevons ce soir avec son ouvrage intitulé « Manifeste ta force, tes talents t'ouvriront les portes ». Monsieur Silas Mimil, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Bienvenue à Pensée Congolaise. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour moi. D'accord, c'est avec ces mêmes plaisirs que nous vous recevons sur ces plateaux de Pensée Congolaise. Vous êtes venu nous voir avec cette publication combien intéressante, je rappelle le titre, hein, « Manifeste ta force, tes talents t'ouvriront les portes ». C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Cabot depuis 2012. Oui. Et pour vous présenter un peu plus rapidement, laconiquement, on peut lire à la 4e couverture de cet ouvrage que vous êtes docteur en politique internationale. Doctorant. Doctorant en politique internationale, écrivain, mais aussi conférencier, prédicateur, passionné du message de la destinée. Vous êtes actuellement président des Silas Ministries, promoteur d'une école de formation en art du ministère Management et Leadership, Bible Training Center. Et vous êtes présentateur des émissions aussi, que j'ai découvert, télévisé et aussi pasteur titulaire de l'église Cité Rama, Marie à Madame Nathalie Mouya, père de 3 enfants. Ouais. Voilà ce qu'on peut retenir de vous, mais ce soir nous vous recevons en votre qualité d'écrivain. Et parlant de votre qualité d'écrivain, j'aimerais un peu savoir, depuis quand vous êtes devenu écrivain, depuis quand êtes-vous dans ce monde de l'écriture? Il faudrait d'abord souligner ici que je suis un passionné de la lecture. J'ai vite compris l'influence que la lecture pourrait avoir sur une communauté ou dans une société. Et cela nous a donc amené à comprendre que l'écriture ou la littérature était un vecteur assez important par lequel on pourrait passer pour divulguer, pour propager les messages dont nous sommes porteurs. Et nous avons commencé à rassembler certains écrits à gauche et à droite, mais faute de moyens, pendant longtemps nous avons été butés d'abord par une sorte d'hésitation et aussi faute de moyens financiers. Mais finalement, nous nous sommes décidés qu'il fallait mettre les paquets, il fallait s'y donner corps et âme. Et nous avons essayé par la grâce du Seigneur, à gauche et à droite, rassembler le minimum qu'il a fallu. Et voilà que ça, c'est notre première publication. Mais il faut aussi signaler qu'il y a plusieurs autres ouvrages en chantier que nous croyons. Du reste, nous disons s'il est possible. Pourquoi pas en une année publier 2 ou 3 ouvrages. Oui, c'est possible. Je m'aimerais déjà d'ailleurs signaler, il y a des ouvrages qui sont évidemment en chantier, mais les titres sont très évocateurs. Oui. Vous allez publier d'ici là un ouvrage intitulé « Une nouvelle nation par un nouveau peuple ». Voilà. Et nous vous recevrons encore pour cet ouvrage-là avec un même plaisir. Mais, écrivain dans le contexte congolais, je m'aimerais vous poser une question aussi directe. Vous écrivez dans un pays où vous-même vous dites, pour les Africains, je vais vous lire à la page 102 de cette publication, cet ouvrage, l'Africain préfère le chemin de la discothèque à celui de la bibliothèque. Oui. C'est alarmant de constater l'indifférence que plusieurs Congolais et Africains manifestent face à la lecture. Si pour les Occidentaux la lecture est une passion, elle n'en est pas une pour les Africains. Et pourtant, c'est la clé pour un épanouissement personnel. Et là, vous citez une citation anonyme, le secret de la liberté, c'est la librairie. Oui. Mais vous dites que l'Africain n'aime pas la lecture. Alors, quand vous écrivez pour quel public? Est-ce que vous pensez que vous serez lu par ces Africains ou ces Congolais? Évidemment, de manière générale, l'Africain n'aime pas la lecture, et en particulier les Congolais. Mais j'estime aussi que cet état des choses est resté ainsi parce qu'on ne lui a pas proposé autre chose, on ne lui a pas proposé une alternative. Ainsi, si seulement nous pourrons aujourd'hui avoir autant d'écrivains que de musiciens que nous avons aujourd'hui, je crois que nous allons forcer, entre guillemets, l'Africain à pouvoir approcher le monde de la lecture. Donc j'estime aujourd'hui que celui qui lira cet ouvrage et qui se sentira interpellé par cet ouvrage n'hésitera pas une seule fois à en parler à son frère ou à son compatriote. Et ainsi, nous écrivains,
par la multiplicité des ouvrages que nous mettons sur la place publique, nous allons forcer l'Africain, entre guillemets, à pouvoir adhérer à ce monde de la littérature. L'Africain est resté indifférent de la littérature parce qu'on ne lui a pas proposé autre chose. Mais vous savez, quelquefois, le produit crée les besoins. Okay? Le produit crée les besoins. Alors, si aujourd'hui, on peut avoir autant de littérature, autant d'ouvrages, il y aura un besoin qui sera créé. C'est dans cette approche que nous avons essayé d'écrire à un peuple qui foncièrement n'aime pas la lecture. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils n'ont pas de moyens suffisants pour s'acheter de livres? Je ne pense pas que ce soit un moyen, ce soit pas un manque, je ne pense pas que ce soit un manque de moyens. L'Africain aime s'habiller. L'Africain aime rouler carrosse, l'Africain aime la musique, l'Africain aime manger, ok? Mais comme je disais, il faudrait maintenant, par la multiplicité et aussi par la qualité des ouvrages. Quelque part, l'Africain n'aime pas lire parce que la plupart d'ouvrages que l'on présente à l'Africain ne traitent pas des problèmes quotidiens que l'Africain traverse. D'accord. Vous comprenez? Et je ne lis pas un livre simplement parce que le titre est attrayant. Je lis un livre parce que cet ouvrage m'aide à répondre aux besoins auxquels je suis confronté. Alors si aujourd'hui les écritures, l'ouvrage est adressé, qui sont mis sur la place publique pour l'Africain, l'aide à pouvoir désamorcer, à pouvoir résoudre ces problèmes, je crois que cet Africain, par le souci de voir ces problèmes être résolus, par le souci de voir ces challenges être résolus, il finira par lire. Il suffit d'abord, pas une question de moyens, ce n'est pas d'abord une question de moyens, c'est avant tout une question de pertinence, d'effectivité. Est-ce que ces ouvrages que l'on apporte aux Africains traitent de la question africaine? Ça c'est de un. Et de deux, est-ce que le langage qu'on utilise dans ces ouvrages est à la portée de l'Africain moyen, du Congolais moyen? C'est ça un peu le problème, M. Ali. D'accord, je sens que vous avez, résolu le problème parce que vous venez avec cet ouvrage qui traite de questions ou de problèmes auxquels sont confrontés les Africains. Oui. Et plus de jeunes Congolais aussi. Voilà. Parce que cet ouvrage est magnifique. Laissez-moi dire ça d'entrée de cette émission. Manifeste ta force, tes talents t'ouvriront le port. Oui. Le titre est fort et le titre dit presque tout. Oui. Mais il faut le lire pour découvrir ce qui est dans cet ouvrage. Oui. Cet ouvrage, pour moi, je peux le découvrir comme une sorte de vade-mecum pour une autodétermination ou une sorte de développement personnel. Oui. On va en revenir tantôt. Mais dites-moi d'abord, c'est en quel moment que vous senti poussé à écrire sur un titre ou bien sur ces domaines de développement personnel, sur ce domaine de motivation ou d'autodétermination, vais-je dire? C'est après avoir fait un constat. Je suis congolais, je vis dans la société congolaise. Je ne considère pas le fait pour moi d'être congolais que ce soit une fatalité ou encore une erreur divine. Et je considère que le fait pour moi d'être congolais est une chance, une bénédiction que je tiens de Dieu. Mais lorsque je constate, lorsque j'analyse la société congolaise, je me rends compte que nous sommes dans une société à deux paliers. Évidemment, sous tous les cieux, les sociétés sont à deux paliers. C'est-à-dire, il y a d'une part ceux qui avancent, il y a d'autre part ceux qui traînent les pieds. Mais j'essayais de voir quelles sont les raisons qui font avancer ceux qui semblent avancer et quelles sont les raisons qui me tiennent en arrière, ceux qui semblent ne pas avancer. Je me suis rendu compte que le problème était interne. Okay? Le problème était interne. Pourquoi nous avons dû manifester ta force? Parce que généralement, le Congolais a été élevé, le Congolais a été éduqué, le Congolais a il a grandi dans un environnement qui le pousse à croire que son bonheur viendra de l'extérieur. Et lorsque nous parlons de l'extérieur, ce n'est pas toujours la communauté internationale. Quelquefois, l'extérieur, c'est aussi son prochain. C'est-à-dire que le Congolais n'a pas encore appris à comprendre que sa véritable liberté, que son véritable épanouissement, que sa véritable croissance, épanouissement, ne peut commencer qu'en soi-même. Alors, il était donc important de faire comprendre aux Congolais que le monde ne va pas nous acclamer parce qu'il a pitié de nous. Le monde ne va pas nous acclamer, le monde ne va pas nous donner quelque chose parce qu'il a pitié de nous. Le monde ne va pas nous donner quelque chose parce que nous avons une apparence pitoyable, mais le monde va nous acclamer et nous honorer lorsque nous savons nous faire respecter. Et comment se faire respecter? Il faudrait avant tout considérer le monde comme étant un marché. Un marché où l'on vient effectuer des échanges. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. L'on ne vous respectera pas parce que vous avez assez demandé, mais l'on vous recevra parce que vous avez donné à donner. Alors, comment donner si je n'ai rien reçu du ciel? Et pourtant, nous considérons dans cet ouvrage que tout un chacun de nous est détenteur des dons extraordinaires qu'il a reçus de Dieu. Et le bonheur pour tout un chacun commence lorsque nous parvenons à découvrir ce que Dieu nous a donné comme talent ou comme don. Et c'est dans la manifestation de ces dons, c'est dans l'expression de ces talents que nous serons respectés et que nous serons aussi parvenir à être utiles à la communauté
pourquoi pas à la nation. Oui, chacun a de dons. Je Oui. vais directement lire ce que vous écrivez à la page 30 de ces livres. Vous écrivez ceci, Monsieur Silas. Tout un chacun de nous a une force à manifester. Cela signifie que chacun de nous a un don à développer, un talent à déployer, une mission à accomplir. Et à la 32e page, vous écrivez ceci, où vous intitulez le chapitre à question « Identifie ton don ». Il est donc nécessaire que tu saches quelle est ta force et comment la maximiser pour en jouir, sinon tu ne connaîtras que des insatisfactions et même un dégoût de la vie. L'identification de tes dons est une urgence en ce siècle de la vitesse. Ce n'est pas une option mais une nécessité. Évidemment une nécessité, mais la question que ceux que nous suivons, évidemment, c'est posée d'emblée, comment parvenir à manifester ces talents ou ces dons ou cette force que chacun de nous possède. On ne peut pas manifester une force que l'on ne croit pas exister. On ne peut pas manifester une force que l'on n'a pas d'abord au préalable, qu'on n'a pas au préalable identifiée. Donc le préalable, c'est d'abord savoir identifier cette force. Nous considérons qu'il n'y a aucun homme ou femme, quelle que soit la société dans laquelle cet homme vit, que nous soyons africains, américains, européens, asiatiques ou encore de l'Océanie, nous ne pensons pas qu'il existe un seul homme sur cette terre qui ne soit venu sur terre comme étant vide. Tout un chacun de nous est porteur d'un don. Et c'est au travers de ces dons que Dieu veut que nous soyons importants. C'est au travers de ces dons que nous allons nous valoriser et aussi apporter un service au bénéfice de la communauté. Ça, c'est de un. Et de deux. Et une fois, après avoir découvert son don, il faudrait maintenant apprendre comment valoriser ces dons et les mettre dans la place publique. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Mais en principe, nous n'avons pas besoin de courir derrière l'argent. Ce dont nous avons à faire, c'est d'exprimer notre talent, c'est de valoriser notre talent, ajouter de l'intelligence à ces talents naturels que Dieu nous a donnés. Et c'est en mettant ces talents dans la place publique, au service des autres, que les autres nous paieront en retour en termes de lucre ou de finances. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faudrait que tous nos potentiels électeurs parviennent à comprendre au préalable qu'ils sont porteurs de quelque chose de valeureux, de quelque chose d'extraordinaire, d'un talent. Et c'est ce talent qui leur donnera de l'opportunité à pouvoir se tenir et aussi sur le podium de la vie. Mais par quelle méthode arrivera-t-il lui à détecter ou à savoir qu'il a tel don? Je vous donne quelques indices que nous avons donnés dans cet ouvrage. Quelle est la chose qui vous passionne le plus dans la vie? La chose qui vous passionne le plus dans la vie est un indice de ce à quoi vous êtes appelé. Ça, c'est de 1. De 2, quelle est dans la société la chose qui, lorsqu'elle est mal faite, fait naître en vous une sorte de colère? C'est peut-être la politique, c'est peut-être le monde économique, c'est peut-être la manière dont les choses sont conduites dans les églises aujourd'hui. La chose qui génère en vous une colère sainte, dans les soucis de vouloir améliorer les choses, est un indice que c'est cela votre appel, c'est cela votre vocation. Vous comprenez? Je vous pose une autre question. Quelle est la chose que vous acceptez? Quel est le métier? Quel est le travail que vous accepterez de faire si on vous disait que tout le monde devait toucher un même salaire? Que vous soyez président de la République, vous toucherez 100 $. Les ministres touchent 100 $. Le journaliste, le présentateur de l'émission touche 100 $. Le pasteur n'a droit qu'à 100 $ par mois. Alors, quelle est la chose que vous accepterez de faire? C'est cela est aussi un indice de ce à quoi vous êtes appelé. Donc nous avons élaboré, nous avons cité dans cet ouvrage plus de 10 questions que vous devez vous poser vous-même pour pouvoir discerner, pour pouvoir identifier quel est votre appel, quel est votre talent et quelle est votre force. Ce livre est simplement bien écrit, en tout cas ça il faut le dire. Et quand vous parlez de décision, vous dites que la vie n'est qu'une question de décision. Oui. Ta vie est une question de choix et de décisions, ton présent et les résultats des décisions que tu as prises dans le passé. Oui. Comment est-ce que vous pouvez nous argumenter ces petites phrases-là? Cette petite phrase, mais elle est très pertinente. Oui. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les gens croient trop à la chance, où les gens ont très mal perçu le concept de grâce divine, où les gens croient trop à l'accident ou au hasard. Mais ici, dans cet ouvrage, nous avons essayé de faire comprendre à nos potentiels électeurs que votre vie est la somme des décisions que vous avez prises hier. Et si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait de votre présent, la seule façon pour vous d'améliorer votre futur, pour qu'il soit différent de votre présent et de votre passé, il vous faudrait changer votre manière de prendre vos décisions et vos choix. C'est-à-dire, vous êtes aujourd'hui présentateur de l'émission, M. Ali, parce qu'un jour vous avez décidé, devant toute une panoplie de choix, devant plusieurs opportunités, vous avez décidé
de vous investir dans le monde de la télévision, dans le monde des médias. Et voilà ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pour moi un réel plaisir que d'être reçu sur votre plateau. Parce que vous avez pris un jour cette décision. Aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile, non pas seulement parce que le Seigneur l'a décidé ainsi bien avant ma naissance, mais aussi parce que j'ai pris cette décision d'accepter de dire oui à l'appel de Dieu. Donc, je ne peux pas être le produit des événements. Je ne vais pas être un produit des circonstances ou des événements de la vie, mais je vais être le résultat des décisions et des choix que j'opère de manière quotidienne. Votre avenir aujourd'hui est la sommation des choix et des décisions que vous prenez de manière quotidienne. C'est là aussi pour amener à nos lecteurs à comprendre que demain n'est pas encore arrivé. Le seul jour, la seule portion du temps qui est à votre disponibilité, c'est le présent. Et comment gérer votre présent? C'est par les décisions et les choix que vous prenez de manière quotidienne. Les décisions et les choix que vous prenez de manière quotidienne, vous dites que on n'a jamais la même performance partout. Oui. Et que la performance est aussi fonction de ton environnement. Oui. Mais j'aimerais savoir, est-ce que le docteur, de vous enquiquiner un peu, le docteur Silas est performant partout? Parce qu'en lisant votre petite biographie à la carte de couverture, on peut lire que vous êtes écrivain, conférencier, prédicateur. Donc, est-ce que vous vous retrouvez partout, mais vous invitez quand même vos lecteurs à identifier un seul champ que vous appelez la zone verte? N'y a-t-il pas quelque chose qui puisse embrouiller vos lecteurs? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse embrouiller, que ce soit aussi un paradoxe. Et dans la vie, j'aimerais dire ceci, M. Ali, on ne peut pas être nul en tout, comme on ne peut pas être bon en tout. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que les personnes qui ont cru avoir échoué dans un domaine, ils se sont déclarés eux-mêmes comme étant nuls. Et ils n'ont jamais tenté à oser ailleurs. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a toujours une zone de performance, ce que nous appelons la zone verte. Il y a toujours un domaine qui est compatible à vos talents ou à vos dons. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, il ne faudrait pas seulement avoir le don ou le talent que l'on a reçu de Dieu, mais il faudrait aussi être capable de discerner quel est le domaine qui est compatible au don ou au talent qui est le mien. S'il vous était demandé aujourd'hui de recevoir un Lionel Messi, il se pourrait que vous ayez du mal à être satisfait de ses réponses. Pourquoi? Parce que communiquer n'est pas sa performance. Oui. Communiquer n'est pas sa zone verte. Mais lorsque vous le mettez sur le terrain et qu'il met ses bottines en culotte, c'est alors que vous allez remarquer ce prouesse. Donc ici, nous disons à nos potentiels lecteurs qu'il faudrait dans la vie que tout un chacun de nous parvienne à découvrir quelle est sa zone de prédilection, quelle est sa zone de performance, la zone qui est compatible à vos talents. Le drame, c'est que plusieurs personnes passent leur vie, toute leur vie, en évoluant dans un domaine qui ne correspond pas à leur talent. Ils vont se faire politiciens alors qu'ils ne sont pas appelés à la politique. Il est bon dans l'auditoire, mais une fois qu'il est dans le domaine de la politique, vous sentez que c'est un piètre politique. Vous comprenez? Il y a de ceux-là qui sont appelés dans le monde des affaires, mais par envie, par souci de comparaison, pour être comme les autres, il s'est fait prédicateur. Et vous vous rendez compte que c'est un prédicateur piètre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa zone de prédilection, ce n'est pas sa zone de performance. Voilà pourquoi c'est ce que nous voulions dire dans ces passages où nous disons localise sa zone verte. D'accord. Et puis après, vous y consacrez pratiquement plusieurs pages à la question ou au sujet du travail. Vous exhortez vos lecteurs au travail, vous les conviez au travail, et puis vous écrivez ceci pour appuyer cela, la page 70e page, donc 6 jours de travail, 1 jour de repos. Mais ce qui m'a plus attiré, c'est ce que vous écrivez en glose de cela. Après l'avoir affirmé, le travail produit plus de joie et de progrès que le repos et la prière. Vous ne vous arrêtez pas là, je vais lire encore un extrait à la 82e page. La loi de la pauvreté n'est brisée que par une vie de travail assidu et non par de longues prières ou offrandes. Pourquoi je prends ces extraits? Parce que je me rappeler ici à nos téléspectateurs que M. Silas Mimi, que nous recevons dans le cadre de cette émission, n'est non seulement écrivain, mais il est aussi homme de Dieu. Oui. Mais alors je vous trouve un peu révolutionnaire, parce que c'est bien bon ce courage-là, mais est-ce que vous ne serez pas comme ça, je dirais, mal apprécié ou bien critiqué par vos frères, vos compères dans le ministère, quand vous dites que la loi de la pauvreté n'est brisée que par une vie de travail assidu et non par de longues prières ou offrandes?
que nous constatons aujourd'hui à Kinshasa, c'est que les églises sont là aujourd'hui pour les offrandes, les prières. Et vous êtes révolutionnaire dans ce domaine. Oui, je suis révolutionnaire dans ce domaine et j'en suis fier. On ne peut pas avoir des résultats différents en continuant à faire les mêmes choses de la même manière. Dans la vie, il faudrait quelque part s'arrêter, quelquefois s'arrêter pour évaluer les résultats, la productivité des méthodes que nous avons employées jusque-là. Je me suis posé la question, nous avons beaucoup prié, la prière est pour moi une valeur inestimable. Elle occupe une place de choix dans ma vie en tant qu'individu, en tant qu'homme de Dieu. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que la multiplicité, qu'est-ce qui a fait que nos longues heures de prière ne nous ont pas apporté ce dont nous avions besoin? C'est parce que nous avons considéré la prière comme étant une panacée en soi, alors que la prière devait être un préalable auquel nous devrions ajouter autre chose. Et cette autre chose, c'est le travail. Nous vivons dans une société et le comble, ce n'est pas seulement à l'église que l'on prêche cela, mais cela est devenu une question culturelle. Le Congolais n'est pas travailleur. Le Congolais va faire 8 heures au bureau et non pas 8 heures de travail. Le Congolais a la passion du congé. Le Congolais a la passion du week-end, même si toute la semaine, il n'a pas travaillé. Regardez combien nos vacances, combien nos congés, combien nos jours fériés sont fêtés. Vous comprenez? Combien nos jours fériés sont fêtés? Et lorsque nous regardons en comparaison avec ce que nous produisons, il y a lieu de se poser une question. Est-ce la prière à elle seule suffit? Est-ce les offrandes à elles seules suffit? Non. Même lorsque nous donnons l'offrande à l'église, il est vrai que la Bible nous dit qu'en retour, Dieu nous bénira. Mais il faudrait donner à Dieu des vecteurs, des canaux par lesquels cette bénédiction divine passera. Et à mon avis, j'estime que les vecteurs ou les canaux par lesquels ces bénédictions passeront, c'est le travail. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Vous comprenez? Lorsque nous élevons nos prières vers le ciel, nous attendons ce que le ciel nous fasse descendre cela en termes matériels. Mais par quelle voie, si ce n'est par la voie du travail? Et si nous voulons inviter nos lecteurs à comprendre que le travail doit occuper une place de choix, si nous voulons changer et transformer la société congolaise. Et si jamais vous disiez que la même Bible dit prier sans cesse? La même Bible dit prier sans cesse. La même Bible dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tout travail procure de l'abondance. La même Bible dit que le travail de l'insensé les fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller dans la ville. Le problème, ce n'est pas que je sois contre la prière. Sinon, ça serait trahir ma vocation en tant qu'homme de Dieu. Mais ici, j'aimerais simplement interpeller mes confrères, mes frères, mes pères et mes collègues prédicateurs et aussi interpeller l'église du Congo à pouvoir comprendre une chose, que la manière dont nous avons conduit les choses ne nous a pas aidé et n'a pas aussi aidé le peuple qui fréquente nos églises à devenir des citoyens importants dans la société. Simplement parce que nous leur avons seulement montré la voie de la prière, nous ne leur avons pas encouragé dans la voie du travail. Dans ce livre, vous êtes aussi vu comme un écrivain engagé, un auteur engagé. Vraiment. Je vous ai retrouvé quand vous écrivez à la 67e page de ces magnifiques ouvrages. La majeure partie des besoins des Africains sont résolus par l'Occident. Oui. Si la colonisation s'était faite sans l'aval du colonisé, la néocolonisation s'est faite avec la bénédiction du colonisé. Voilà. C'est lui-même qui va solliciter les néocolonisateurs. Et puis vous citez Chika Onyani. Oui. C'est une honte, mais aussi de la stupidité que de se croire indépendant et de dépendre de celui qui t'oppresse. Voilà. Et vous prenez quand même ces risques-là de pouvoir interpeller. Mais ce qui est bien sûr, ce qui devrait être fait. Mais pourquoi est-ce que certains... Parce qu'aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui ont une grande influence à la société. Bien pourquoi sont-ils, je dirais, muselés dans une sorte de silence qui devient pratiquement condamnable? Et que devraient-ils faire d'après vous? Et un silence condamnable. Vous savez, il y a Mahatma Gandhi qui disait ceci. Il arrive toujours dans la vie un moment où l'on ne doit plus condamner la méchanceté ou l'arrogance du méchant. On doit plutôt condamner le silence du juste. Et nous vivons malheureusement dans une société qui ne permet pas aux gens, qui ne laisse pas aux gens de réfléchir à haute voix. Une fois que vous commencez à réfléchir à haute voix, l'on se dit que vous commencez à taquiner, vous commencez à attaquer tel. Évidemment, ce genre de comportement ne nous aide pas en tant que nation à pouvoir nous développer. Nous avons dit ceci, que l'Africain aujourd'hui, de manière générale, c'est lui qui va solliciter les néo-colonisateurs. Si hier le colonisateur est venu, il s'est imposé par la force, aujourd'hui il s'impose en complicité avec les colonisés. Et c'est lorsque nous parlons du colonisé, je vois plus l'élite. L'élite africaine n'est plus en mesure aujourd'hui, tel qu'il se trouve dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, à pouvoir répondre aux grands besoins, aux besoins les plus vitaux auxquels sont confrontés l'Africain en général. Et pourtant, à mon avis,
compte tenu du potentiel gris que nous avons, l'intelligentsia que nous constituons aujourd'hui en tant que peuple, il est aberrant. C'est même une stupidité que de se dire intellectuel, que de prétendre avoir une élite, alors que lorsque nous regardons les conditions dans lesquelles nous vivons, l'on se pose la question si vraiment en Afrique nous avons des intellectuels, si vraiment au Congo nous avons une élite. C'est là la grande question, c'est une interpellation. Je n'accuse personne, mais j'aimerais que tous en tant qu'élite, tous en tant qu'intellectuels, nous puissions nous asseoir. Quel est le premier rôle de l'intellectuel? Si ce n'est pas de transformer l'environnement dans lequel il vit et le rendre plus vivable. Est-ce le cas pour nous? Non. Et pourquoi allons-nous continuer à prétendre que nous sommes indépendants? Le président John Fitzgerald Kennedy a dit, on ne peut pas prétendre être indépendant politiquement si l'on ne l'est pas d'abord économiquement. Pour que nos routes soient construites, il faudrait l'Union européenne. Pour que nos enfants étudient, il faudrait la Banque mondiale. Pour que notre budget puisse être couvert totalement, il faudrait la communauté internationale. Nous devons nous arrêter en tant que nation. Nous devons nous arrêter en tant que peuple et nous poser la question, où allons-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? C'est une honte pour nous d'avoir autant de diplômés dans la société. C'est une honte pour nous d'avoir aussi une intelligence riche comme cette intelligentsia congolaise et de vivre dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. L'on se pose la question, que faisons-nous? Il faudrait aujourd'hui une sorte de révolution. Pas une révolution armée ou militaire, mais une sorte de révolution mentale avant tout. Et cette révolution mentale ne doit pas commencer par l'illettré, il doit d'abord commencer au niveau de l'élite. Car le problème, c'est l'élite. Pour pouvoir guérir cette nation, guérir la société, il faudrait guérir l'élite. D'accord, c'est avec un grand plaisir qu'on ne peut que vous suivre parce que le message que vous apportez est un message fort. Chers téléspectateurs, je voudrais vous rappeler que nous recevons sur ces plateaux le docteur Silas Mimile Makangu qui est venu nous présenter son ouvrage quasi intéressant qui vient répondre à plusieurs préoccupations des Congolais mais aussi des Africains. Surtout l'ouvrage est intitulé « Manifeste ta force ». Tes talents t'ouvriront le porte. Il est publié aux éditions Cabot depuis 2012, donc il est déjà disponible pour que vous puissiez le lire, donc l'acheter. Et donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, malheureusement. Monsieur Silas, nous ne pouvons pas continuer parce que nous n'avons que 30 minutes, mais du moins, j'aimerais comme ça dire aux téléspectateurs ce que vous écrivez pour eux. Oui. Vous avez écrit quelque chose de très intéressant avant que nous puissions conclure cette émission. Vous écrivez ceci: à chaque fois que tu achètes un ouvrage, tu as le résultat d'une énergie, d'une passion, d'un temps dépensé par quelqu'un qui a cru en lui-même et qui s'est donné la peine de s'exprimer au travers de son talent. Voilà donc, vous avez cet ouvrage qui a toute l'énergie du docteur Silas Mimile. À vous de courir vite pour l'acheter. Et si l'on doit l'acheter ou s'en procurer, comment faire? Où le trouver, docteur? Dans plusieurs supermarchés de la place, Michael Cosmétique, supermarché Michael, Pelou Store, Food Market, dans plusieurs librairies, aussi certaines églises, l'église Mangembo, Sion à Mahamobutu, Résurrection à Lemba, voilà. D'accord, mais est-ce qu'il y a un numéro pour vous contacter directement si jamais... Ok, ils peuvent nous contacter au 081 516 65 09, je peux répéter, 081 516 65 09. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que nous avons reçu sur ces plateaux. Chers téléspectateurs, ça nous a donc fini pour ce soir avec M. Silas Mimile Makangu, auteur de cet ouvrage intitulé « Manifeste ta force, tes talents t'ouvriront le porte » aux éditions Cabot, un livre de plus de 100 pages, donc 192 pages, que vous retrouverez partout où il vous a indiqué le point de vente. Quant à nous, nous disons au revoir et nous vous souhaitons donc une très bonne lecture chez vous. Merci et à la prochaine. Yo, mbote na yo moto zana boyebi yango na ye po yo kabelanga